On est sur Europe 1, l'émission c'est Verven Underground. Et j'aimerais te présenter deux jeunes personnes, mais d'abord une question. Est-ce que tu connais un peu la K-pop ? Un peu. De loin. C'est très loin. Donc on est un peu pareil. On est tous un peu profanes, mais par contre, moi c'est quelque chose, c'est une culture qui me fascine et que je trouve incroyable. Et j'aimerais te présenter deux jeunes filles qui vont nous rejoindre. Trop bien. Elles s'appellent Pauline et Laura Esmeralda. Elles sont toutes les deux membres de la BTS Army. Nous sommes avec deux fans de la BTS Army, Pauline Robert et Laura Esmeralda Salgon. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer BTS, c'est qui, c'est quoi ? Expliquez-nous pourquoi BTS c'est si important. En fait, c'est un groupe de 7 personnes, pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est un groupe de 7 personnes, de 7 garçons d'origine sud-coréenne, qui ont commencé dans un garage à écrire leurs propres textes dans des carnets. En 2013 ? En 2013, et qui ont fait leurs débuts, qui ont eu des débuts un peu chaotiques, parce que ce qu'ils faisaient finalement dans l'univers et dans l'industrie de la K-pop, c'était pas quelque chose qui était habituel. Parce qu'ils écrivaient leurs propres textes, ils produisaient leur propre musique. Et finalement, ils ont apporté une nouveauté, une sincérité dans une industrie qui était hyper formatée, hyper cliché. Parce qu'en Corée du Sud, je le rappelle, les maisons de disques, en fait, c'est tout l'inverse d'en France. C'est-à-dire qu'en France, Lala Ace, qui est avec nous, fait sa musique, la propose à une maison de disques, elle décide de la distribuer, de la produire ou pas. Là-bas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la maison de disques décide de qui va être la prochaine star et fabrique les artistes de A à Z. Et c'était un peu ça, la K-pop. C'était une très grosse industrie et BTS sont venus perturber ça, c'est ça ? C'est ça. Alors, en Corée du Sud, on a 3 gros labels, 3 gros majors qui sont ce qu'on appelle les Big Three, qui jusque-là avaient entièrement le monopole de l'industrie de la K-pop, qui n'est pas l'industrie de la musique sud-coréenne. La musique sud-coréenne, il y a du rap, il y a du hip-hop, il y a de la pop normale. La K-pop, ce que nous on appelle la K-pop, en Corée du Sud, c'est de l'idol pop. Et si BTS est né là-dedans, finalement, ils ont su en émerger, ils ont su en faire quelque chose d'autre. Et Big Hit Entertainment, aujourd'hui devenu Hype, est en fait à jouer sur ça. Ils ont su voir le potentiel qu'il y avait dans ces 7 jeunes gens. Ils ont su faire grandir et mûrir leur potentiel musical, leur potentiel créatif, et ils ont pu leur donner les clés de ce qui n'existait pas ailleurs. Et en faisant ça, ils ont créé ce que nous, en Occident, on appelle le phénomène BTS, qui est en fait simplement un groupe né certes avec l'aide d'un label, mais qui a cette authenticité qu'on peut retrouver dans des artistes normaux. Un destin incroyable. BTS, ça veut dire, vous me reprenez si je le dis mal, hein, Bangtan Sonyeondan, ça veut dire les Boy Scouts par balle. C'est ça ? Et la richesse de BTS, et la Ace a ça à un plus petit niveau, c'est la richesse, c'est la communauté. C'est ce qu'on appelle l'army. Et sauf que les membres de BTS revendiquent non pas le côté communauté, mais le côté famille. Il y a quelque chose de très connecté entre tous les fans de BTS. Et je trouve ça d'une beauté sans nom, quoi. C'est magnifique de voir tous ces gens d'horizons totalement différents dans le monde entier se parler pour l'amour d'un groupe. Dans l'industrie de la K-pop, il y a toujours eu cette espèce de phénomène de fandom où, pour le coup, il y avait un côté encore moins authentique parce que le fandom naissait grâce au label. Et en fait, chez BTS, il y a eu aussi ce côté sincère et authentique, dans le sens où, finalement, les gens sont venus très naturellement vers eux parce qu'ils reconnaissaient chez l'artiste la sincérité, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les accompagner, pour les soutenir, etc., on a cette communauté très diverse. Je pense qu'on peut peut-être se vanter, si c'est une raison de vanité, d'être un des fandoms les plus diversifiés de la planète aujourd'hui, parce qu'on a des fans en Amérique du Sud, on a des fans en Amérique du Nord, on a des fans en Afrique, on a des fans un peu partout, et pas seulement en Occident et en Asie. Et c'est quelque chose qui crée une richesse au quotidien, parce qu'on a été amené en fait à communiquer entre nous, parce que BTS a connu des débuts difficiles et qu'on voulait faire reconnaître au monde la valeur de ce qui se cachait derrière eux. Et le fait de communiquer entre nous comme ça, d'échanger sur nos différentes richesses pour les emmener plus loin, ça nous a apporté nous-mêmes beaucoup de choses, non seulement entre nous, mais dans notre petit monde quotidien. Comment vous vous connaissez toutes les deux ? Par BTS.
l'association Army France. Donc c'est là-dedans qu'on s'est rencontrés pour justement promouvoir le groupe. Et comment vous avez adhéré à cette association ? À la base, l'association, elle est née. Elle n'a pas toujours été une association. Aujourd'hui, on a une association loi 1901, mais on est devenu une association loi 1901 pour pouvoir avoir un peu un bagage juridique qui nous permettait de faire reconnaître notre qualité aux différents partenaires avec lesquels on essayait de communiquer. À la base, c'était juste un regroupement de fans sur Twitter. D'accord. On s'est rencontrés, on s'est dit faut traduire le contenu, faut essayer de faire connaître le groupe, la façon d'écouter en streaming. Et vous avez pris des cours de coréen ? Moi, oui, à titre personnel, mais c'était vraiment pas forcément spécialement lié à BTS. D'accord. Après, le temps m'a manqué, donc j'ai pas continué. Laura, je sais pas. Non, moi, j'ai pas pris de cours de coréen. Moi, en fait, je suis rentrée parce que j'avais vu le site internet d'Army France et j'avais vu qu'il y avait encore un peu de travail dessus. Et comme je me dirige en fait vers le journalisme, donc j'ai voulu apporter aussi ma touche. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée. Et comme effectivement l'équipe était encore un peu maigre au niveau du site internet, il y avait que 2 personnes, une seule personne qui s'occupait du site. Du coup, je me suis jointe à l'équipe et c'est comme ça que j'ai intégré Army France. Est-ce qu'il y a eu des moments durs en tant que fan dans l'histoire de BTS ? Ouais. Quoi ? Beaucoup de moments durs. Ça paraît un peu trivial comme ça, mais c'est vrai qu'on a connu des moments compliqués parce que le groupe lui-même a traversé des moments compliqués et qu'en tant que fan, on a compati à et on a partagé en fait ces moments durs. En 2016, il y a eu des gros moments très durs parce que ça paraît enfantin comme ça, mais non, pas du tout. Non, mais en Corée du Sud, il y a ce qu'on appelle les fandom wars, où il y a des fandoms rivaux. Ça a l'air armé pour de vrai. Hein. Ouais. Et en fait, en 2016, il y a eu un super concert au stade olympique de Séoul. Et en fait, à l'issue du concert, le groupe allait sur Twitter, parce que le groupe est très présent sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, qui est un peu sa plateforme favorite. Et en fait, un fandom d'un groupe qui n'est pas BTS a décidé à ce moment-là de lancer un hashtag qu'ils ont suffisamment retweeté pour que le groupe le voie, et où ils traitaient le groupe de garçons plagieurs, on va dire ça comme ça. Comme ça, ce qui forcément n'était pas un moment évident. Et en fait, il y a eu plein de choses, en fait, parce qu'il faut comprendre aussi... Donc en fait, c'est des guerres d'engagement. Oui, mais pas que. Parce que du coup, les difficultés rencontrées se sont aussi portées devant les tribunaux. Ah oui, parce carrément. Que, Pour diffamation ? Alors non, parce que en tout début de BTS a fait des ventes exceptionnelles sur certains albums. Et en fait, les groupes, les majors concurrents, on trouvait pas ça normal. On trouvait que c'était trop bizarre et que du coup, il y avait certainement une manipulation des chiffres et que du coup, le label de BTS a été accusé d'avoir acheté ses propres albums pour faire gonfler les ventes. Et c'est passé en justice. Et ils ont subi tout ça dans les années 2016. Et après, sur les années suivantes, il y a eu énormément aussi d'histoires similaires où le groupe a eu quand même pas mal de déboires et a dû affronter finalement des choses que je pense que tous les artistes n'ont pas affrontées alors qu'on essaie seulement de faire de la bonne musique et de transmettre un petit peu ce qu'on a envie de transmettre à ses fans. Et donc voilà. Donc après, c'est très long. Il y a tout un livre écrit dessus. Oui. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pour le groupe et du coup pour les fans. Le livre BTS au cœur des armées, c'est ça, disponible. Si le groupe se sépare, qu'est-ce qui se passe ? Si le groupe se sépare, je pense que, alors certes, l'activité des fans sera beaucoup moins importante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'activité des fans, elle est là pour soutenir le groupe dans ses activités de promotion, pour acheter ses albums, pour écouter sa musique. Et certes, les achats d'albums et les activités de promotion vont cesser, mais je crois qu'on n'écoutera jamais d'écouter leur musique. On n'écoutera jamais de partager leur message, on n'écoutera jamais d'essayer de transmettre ce qu'ils nous ont transmis, ce qu'ils nous ont donné envie de vivre et d'écouter, en fait. C'est magnifique. Est-ce que toi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important ? Ouais, je check. Et d'ailleurs, je vous vois tout le temps sur les réseaux. Même si je n'écoute pas de K-pop, mais je vois tout le temps passer. Genre. Tout le temps, on voit de la K-pop, du BTS Army. Ouais. Il y a combien de personnes qui font vivre la BTS Army en France ? Oula, alors nous, notre
notre fanbase à nous. Ouais. On est 38, peut-être un petit peu moins. Ouais, on est une quarantaine grosso modo, vraiment. Après, il y a plusieurs fanbases françaises. Et il y a tous les fans qui ne sont pas dans des fanbases qui font vivre aussi toute cette communauté. Parce que chaque fan apporte en fait à la communauté, même de façon individuelle. On n'a pas besoin d'être regroupé pour pouvoir apporter. En fait, on a l'impression que si toutes les personnes qui sont fans de K-pop et de BTS se réunissaient en France, on pourrait combattre toute la haine sur les réseaux juste si vous envoyez de l'amour en fait. Il y aurait moins de problèmes. Oui. Pas, oui. Je suis pas sûre que ce soit aussi simple, mais ouais. Mais il y a au sein de nos communautés, il y a des endroits hyper safe, hyper chill, où on partage vraiment beaucoup de choses et finalement entre nous, on arrive quand même à trouver des bulles de tranquillité. Hein. Les réseaux sociaux, c'est hyper agressif, mais on arrive quand même à trouver des... Et vous avez déjà des contradictions, vous n'êtes pas d'accord sur certains trucs et tout. Ouais. Genre quoi par exemple? Partager certaines choses, on a la façon de voir le partage de certaines choses. Il y en a certains, on va parler de phénomènes un peu propres à la K-pop, mais il y a ce qu'on appelle les soul stans, il y a ce qu'on appelle les... Alors, non, justement, je veux comprendre, explique-moi. Ouais. C'est quoi les soul stans? Alors, en fait, dans les groupes de K-pop, tu as souvent plusieurs personnes, plusieurs artistes, plusieurs interprètes. On a des fans qui ne sont pas fans du groupe en eux-mêmes, mais qui sont fans d'une seule personne. D'accord. Et qui, en fait, sont pas vraiment là pour le groupe, mais qui sont là pour la personne. Okay. Et ça peut créer des conflits, ça. Mais après, on va pas se mentir, comme dans toute communauté, comme dans toute famille, il y a des différences d'opinion, des divergences de points de vue, et ça crée des... En tout cas, ici, on est dans ce que vous appelez un safe space. C'est un endroit tranquille, on est là pour chill. C'est l'heure de l'infusion dans Verven Underground. Lala Ace est notre invité ce soir. Et tu as choisi l'album de Lil Wayne, de Carter Three. Qu'est-ce qu'il a infusé chez toi, cet album? Il a infusé la grandeur, le succès, tu vois. Mais tout en étant dans sa propre musicalité, tu vois. Parce que c'est son plus gros succès, on va dire. C'est un peu l'apothéose, quoi. Une autre infusion, c'est Arthur Rimbaud avec Illumination. Ouais. Pourquoi? En fait, j'aime bien le fait qu'il a une carrière très très courte, tu vois. Et que c'était... surtout ce livre-là, c'est... ça relève un peu du divin, quoi, tu vois. On comprend pas trop de quoi ça parle, en vrai, tu vois, si tu lis ça. Mais c'est magnifique, quoi, tu vois. Et j'aime bien cette idée un peu d'avoir le... comment on dit, le touch de God, quoi, tu vois, un peu, dans la musique et dans l'art. Comment est-ce qu'elle vient chez toi, l'inspiration? C'est ça coule un peu comme ça, tu vois. Je me laisse porter un peu. Du coup, c'est pour ça que je voulais partager des illuminations. Parce que je me sens un peu illuminé quand je fais ma musique, tu vois. C'est ces moments où tu te sens illuminé, où tu as envie d'écrire, tu arrives à les anticiper avec le temps? Est-ce que tu arrives à t'isoler pour aller bosser? Ouais. Oui, il faut. C'est primordial même, tu vois. D'avoir un peu sa bulle pour pouvoir tout recevoir, tout... Tu vois. Donc là, j'ai l'impression d'être une hippie de ouf. Mais non. Pourquoi? T'es une artiste? Ouais. Mais ouais. Je le ressens comme ça, en tout cas. Pourquoi une hippie? Parce que je fais des grands gestes et tout, je regarde le ciel, tout ça, tu vois. Mais ouais. C'est ce que disent la plupart des artistes, mais c'est vrai que quand on est dans une famille, la seule personne à prendre ce chemin, on sent un décalage par rapport à son milieu social ou à là d'où on vient, en fait. Ouais, totalement. Du coup, il faut le prendre de quelque part, je pense. Et maintenant, avec le temps, on commence à s'assumer en tant qu'artiste? Ouais, fort, là, c'est bon. Ouais, je suis validé dans la famille, là, c'est bon. Très bien. En tout cas, on embrasse toute la famille qui écoute Europe 1. Let's go.